Super. Alors, je crois qu'on peut se lancer. Ça y est, on peut commencer. Les midi une, vous êtes nombreux sur ce webinaire. Bienvenue à ce webinaire Technologia pour cette heure du lunch en compagnie de Sylvie Boisvert. Très, très, très heureux de vous avoir aujourd'hui. Ce webinaire sur la gestion du changement qui s'appelle Concilier le processus et l'humain, donc la clé d'une efficacité optimale et durable. Mon nom est Michael Grégoire. Au nom de l'équipe Technologia, je suis très heureux de vous avoir avec nous. Partenaire en formation Technologia depuis 1996 et également en développement de compétences. Technologia, c'est plus de 300 formations disponibles pour vous à travers le Québec, Montréal et également disponible en format virtuel. Évidemment, on bat un record aujourd'hui, Sylvie, avec plus de 785 inscrits. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vous explique simplement le petit modus operandi avant de commencer. Si vous avez des questions, on va les prendre avec grand plaisir. Vous voyez en bas, il y a un petit onglet Q&A. Alors, c'est dans le Q&A que vous allez pouvoir inscrire vos questions et on fera le tri de tout ça. On s'assurera évidemment de respecter le temps, mais qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Donc, je le répète, on ne prendra pas de questions dans le chat. Simplement, inscrire votre question dans le Q&A et on s'en occupe. Alors, encore une fois, merci d'être là à ce webinaire. Sans plus tarder, je vous présente notre formatrice, Sylvie Boisvert, qui se décrit comme une ancienne employée, chef d'équipe et gestionnaire, qui est avec nous chez Technologia depuis 2011 et qui, à ce jour, Sylvie, plus de 5 000 personnes ont été formées avec toi. Elle se consacre à ce qui l'a fait le plus vibrer finalement, accompagner les gens à développer leurs compétences et à s'épanouir au travail comme dans leur vie personnelle. Sylvie a une formation en administration des affaires. Elle est coach professionnelle de la Fédération internationale des coachs. Elle est enseignante certifiée en PNL, consultante en climat de travail et médiatrice en résolution de conflits interpersonnels. Pour ne nommer que ceux-ci, Sylvie est une femme de terrain. Elle est reconnue pour son dynamisme, ses compétences en communication et est en mesure d'intervenir avec tous les niveaux d'une organisation. Alors, merci beaucoup, Sylvie, de te joindre à nous. Bienvenue sur l'heure du lunch. Alors, merci beaucoup. Alors, comme vous savez, moi, je ne travaille pas, je passionne. Ça me fait grand plaisir de passionner avec vous sur cette heure de lunch. Et tout au long de l'entrevue, si tu me permets, Michael, et tout le monde, par respect pour le temps que nous avons ensemble, je me suis permise, en me préparant pour l'entrevue, de prendre peut-être quelques notes à certains moments, parce que je veux m'assurer que tout est percutant pour vous, pour que vous en tiriez le maximum pendant ce moment qu'on a ensemble. C'est bon? Absolument. Merci beaucoup, Sylvie. J'ai envie qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Avec toi, avec une définition commune sur qu'est-ce qu'on entend par le changement. Bon, je vais mettre le contexte du changement au niveau d'une organisation. L'organisation, c'est comme un système vivant et tout changement qui vient affecter la vision, le rôle, les tâches, la priorisation des valeurs, qu'est-ce qu'on a à faire, développement de compétences, environnement, tout ce qui vient affecter l'organisation est considéré comme un changement. Quelques exemples beaucoup plus précis, fusion, acquisition d'organisation, changement de vocation d'équipe, mon doux, quoi d'autre. On a ici des projets ponctuels, des coupures budgétaires, des nouvelles technologies, nouvelles problématiques, comme on a vécu avec la pandémie, par exemple, nouvel environnement de travail, nouvelles tâches, nouvelles compétences à développer. Comme vous voyez, c'est à l'infini. Et ce que je dirais là-dessus, c'est que les changements, on le sait, mais là, c'est important de le réaliser à ce point-là. Ce n'est pas un changement après l'autre. Ces changements-là sont tous superposés, rapides et nombreux, à tel point, Michael et tout le monde, qu'on ne parle plus de changement en organisation dans la littérature, mais souvent, on voit une mouvance organisationnelle. Donc, ça n'arrête pas de bouger. Fait qu'on n'a plus besoin des compter, on parle de mouvance. C'est bon pour toi? C'est bon pour vous?
Je pense que ça met la table. En tout cas, merci Sylvie là-dessus. On s'entend sur la même définition. Maintenant, quels sont les types de réactions d'un employé, d'un professionnel, d'un gestionnaire par rapport au changement? Oui, alors je vais partager mon écran. Mhm. Voilà, tout le monde. Alors, les styles de changement, parce que le but du webinaire, là, je le rappelle, c'est vraiment d'aller intégrer l'humain au processus technique. Puis on va voir tout au long du webinaire que je vais parler aussi de processus humain. Et à part le côté rationnel, quand on parle de processus humain, bien, il y a le cœur. Et le cœur, c'est les valeurs, les besoins, les résistances, etc., dont on va reparler tout à l'heure. Maintenant, du point de vue des personnes, il y a différents styles, comme vous voyez à l'écran, par rapport au changement. Il y a des gens qui vont le chercher, qui vont même le provoquer. Il y a des gens qui, eux, vont apprécier le changement et vont avoir une tendance naturelle à le voir de façon positive. C'est ce qu'on appelle des agents de changement. Et quand tu as mentionné au début que j'étais employée, chef d'équipe et gestionnaire, là, pourquoi je mentionne ça? C'est que j'ai comme une hypersensibilité et je me souviens très bien de comment je me suis sentie dans le processus de changement en tant qu'employé qui ne gère pas le changement, chef d'équipe et directeur qui le gère et le vit en même temps. Donc, c'est dans cette optique-là que je le dis. Donc, il y a des gens qui apprécient le changement, qui sont des agents de changement. Et il y a des gens ici qui vont le subir, le changement. Ils pourraient même, consciemment ou non, le ralentir. Et souvent, ces gens-là vont dire, ben, pourquoi changer ce qui fonctionne? Et il y en a d'autres qui vont craindre le changement. C'est des réactions naturelles. Donc, je crains le changement parce que pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle, puis j'ai peur de perdre des choses. Et même quand ça ne va pas bien, les gens vont avoir tendance à dire, ben là, même si ça ne va pas si bien que ça, on est habitué. Donc, pourquoi changer? Fait que voyez-vous, c'est les 4 styles et que j'ai qui est naturel en tant que personne qui vit et même si on est un gestionnaire qui doit gérer et vivre le changement. Alors voilà pour les styles. Puis quand on met tout ça dans une équipe, Sylvie, j'imagine que c'est là où ça devient complexe et intéressant quand même. Oui, j'adore. Complexe, oui. Intéressant et comment. Et là, je vais juste faire une mini parenthèse parce que c'était pas, tu m'ouvres la porte, là. Souvent, quand on parle des processus, on peut dire qu'un processus peut être compliqué, mais qu'une fois qu'on maîtrise le processus, les variables, tant qu'on ne les change pas, ça reste le même. Et quand on parle des humains, on parle plus de complexe parce que même si la problématique est pareille, l'humain dans sa complexité, on ne peut pas toujours répéter les mêmes choses, il faut s'adapter. Fait que c'est juste ça que je voulais dire et c'est combien intéressant. Donc, voici qu'est-ce qui peut arriver avec les 4 styles. Si tous les membres de votre équipe, puis moi, je me souviens quand j'étais employée, là, puis qu'on écrivait tu vas être un agent de changement, Sylvie, ben, c'est sûr et certain que les organisations, ce qu'ils recherchent, c'est des gens qui cherchent et qui ont une approche positive, naturelle au changement. Si c'est le cas pour votre organisation, tant mieux. Et cependant, la réalité terrain, c'est qu'il risque d'y avoir un mélange, un mixte des 4 styles. Et c'est risqué de plus en plus. Ben, ça l'était avant, mais là, il y a eu des choses qui ont été mises avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, là, qui était là avant, mais on en tient plus compte maintenant parce que ça remonte plus. Et c'est risqué de ne pas tenir compte des 4 styles. Et on va voir comment on fait ça tout à l'heure. Donc, le piège pour le gestionnaire, c'est de penser que que les gens devraient être comme lui. Alors, moi, je recherche. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, moi, je suis un gestionnaire, un chasseur de changement. Et la personne, en fait, j'ai entendu cette expression-là. Et le piège pour un gestionnaire, pas pour cette personne-là, mais je parle en général, c'est de penser que les gens devraient être comme ça parce que moi, je suis comme ça. Un autre piège aussi, c'est de partir avec la prémisse, on va leur faire comprendre le changement. Ils vont comprendre le changement parce qu'ils vont comprendre que c'est pour le bien de l'organisation. Mm-hmm. Et l'autre piège aussi, c'est qu'on va, en fait, on va aller voir que faire comprendre pour le piège le bien-être de l'organisation. Michael, j'ai une question à te demander. Est-ce que tu sais, toi, quelle est la station de radio préférée des gens?
Je te répondrai que ça dépend de plein de facteurs. Alors, en termes de changement, la station préférée de radio préférée des gens, c'est le YII-FM. Donc, what's in it for me? Qu'est-ce que ça va me donner à moi, ce changement-là? Donc, c'est pour ça que je voulais te prendre par surprise et te poser cette question-là. Je vais changer de diapositive parce que ça met la table à la métaphore. En fait, il y a un psychologue, Jonathan Haidt, et si vous voyez le titre en haut de la diapositive, vous pourrez aller voir la petite vidéo sur YouTube qui dit que, en fait, l'humain a un côté rationnel, hein, il va penser, réfléchir, analyser, et il y a le côté émotionnel qui représente l'éléphant. Et l'idée, quand on fait un changement, qu'on le vit, qu'on le gère, c'est d'aligner le cavalier avec l'éléphant. Parce que l'éléphant, le cœur, ce que ça représente, c'est mes valeurs, c'est mes besoins, c'est ce qui est important pour moi. Et si l'éléphant décide de se braquer, donc les émotions, le côté cœur se braque, le cavalier a beau vouloir tirer, pousser, supporter le changement à bout de bras, ben, je n'ai pas besoin de vous dire c'est qui va gagner, hein, c'est l'éléphant. Donc, ça, c'est un des pièges aussi. Et l'autre dont il faut tenir compte. Donc, c'est un mélange des 4 styles et c'est normal. Après, il faut tenir compte des émotions et du cavalier. Un autre piège aussi, c'est que par rapport, peu importe le genre de style, à un moment donné, pour les gens, il risque d'y avoir trop de changements en même temps. Même pour ceux qui le voient positivement ou qui le recherchent. Et là, ce qui arrive, c'est j'ai plus l'impression, moi, en tant que personne, d'avoir les ressources et l'énergie nécessaires par rapport à tous les changements. Donc, on peut appeler ça un trouble d'adaptation. Et à un moment donné, ce trouble d'adaptation-là, il va faire lever le niveau d'anxiété et peut conduire à l'épuisement professionnel. Et surtout, beaucoup pour les gens qui sont hyper performants, parce qu'ils sont tellement dans la performance qu'ils sont plus déconnectés de leurs émotions. Alors, je trouvais ça important de le dire aussi. Et ça, c'est peu importe le style. Donc, le mélange des 4 styles, il faut tenir compte des 4 styles dans le changement. Les gens, ils ne devraient pas être tous des agents ou des chasseurs de changement, ce n'est pas la réalité. Et en plus, trop de changements, ça peut conduire à de l'épuisement professionnel. Voilà. Bon, alors je connais mon type de personnalité face au changement. Maintenant, je fais quoi? Ce serait quoi les étapes subséquentes? Oui. Alors, au niveau des étapes, la réponse va dépendre de quel rôle je joue dans le changement. Et pour le webinaire, j'ai voulu adresser, parler des 3 rôles. On va parler tantôt brièvement si je suis quelqu'un au niveau stratégique qui va appeler le changement. En anglais, qui va appeler le changement, call the shot, appeler le changement. Ça, c'est au niveau stratégique. Deuxième niveau, je suis un gestionnaire qui vit le changement et qui le gère aussi. Et troisième rôle, je suis la personne qui vit le changement sans le gérer. Donc, on va y aller avec ces 3-là. C'est bon pour toi, Michael? Absolument. Parfait. Donc, commençons par le premier. Je suis la personne qui, au niveau stratégique, va appeler le changement. Alors, juste commencer en disant qu'une couple d'années, tu as dit quand j'avais commencé en 2011 chez Technologia, il y a quelques années, il y avait comme un dicton qui disait à l'époque, la haute direction a 3 ans pour préparer un changement, la direction intermédiaire a 1 an, les chefs d'équipe 3 mois, puis le monde sur le plancher 3 semaines pour le faire. Et effectivement, quand on disait ça, il y avait à peu près la même réaction non verbale que tu viens d'avoir, Michael. J'imagine que ça s'est accéléré aussi là, avec tous les changements qu'on connaît, la pandémie peut-être. C'est fou. Et fait que là, oui, ça s'est accéléré, mais ce que je veux dire par là, dans le fond, c'est que pour ramener ça simple, moins les gens ont le temps de s'approprier le changement, plus il risque d'y avoir de résistance. Alors, c'est là-dessus que je veux insister pour commencer. Donc, je parle toujours au niveau de la direction stratégique, aussi des gestionnaires qui le gèrent, mais là, je commence avec ce rôle-là.
D'où l'importance d'impliquer le plus rapidement possible les gens dans le changement pour qu'ils aient le temps de se l'approprier. Et ça peut être, par exemple, les informer, les consulter, peut-être créer des comités, mettre une boucle de rétroaction entre la direction stratégique et les opérations. Et les entreprises qui réussissent le plus leur changement, il y a ce canal de boucle de rétroaction-là qui est constamment en mouvement. Donc, impliquer les gens parce que les deux clés, plus les gens ont du temps pour se préparer et plus ils sont impliqués, plus ils sont rassurés parce qu'ils ont le temps d'apprivoiser le changement puis de se préparer au changement et l'inconnu devient du connu. Donc, moins il y a de résistance et plus il y a de mobilisation. C'est bon pour ceci? Bon. Vous êtes d'accord jusque-là, Michael? C'est bon? Jusqu'ici, tout va bien. Parfait. Alors, je continue maintenant. Donc, pour la haute direction aussi stratégique, la logique, c'est concernant la métaphore de le cavalier et l'éléphant. Bien, ça veut dire je le comprends, je l'accepte et j'en tiens compte sur le plancher. Et voici en gros en quoi ça peut consister concrètement. Alors, je repartage mon écran. Voilà. Donc, ici, rassurer le cavalier. Donc, j'ai adapté l'analogie pour les besoins du webinaire, mais ça revient toujours à le cœur, valeur, besoin versus la tête, le rationnel. Donc, dans un premier temps, les gens, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est de rassurer le cavalier, c'est des informations pour qu'il se prépare. Pourquoi il y a un changement? Donc, ça va donner un sens au changement. Puis ensuite, les gens vont se dire, bon, ben moi, là, quel impact ce changement-là va avoir dans mon rôle et mes fonctions? Quel impact ça va avoir sur mes tâches et mes compétences? Puis quel impact ça va avoir sur mon environnement de travail? Et ça, c'est des questions que les gens se posent consciemment ou non. Plus souvent, ce n'est pas de façon structurée, mais ça revient à ça. Et là, as-tu une petite question à poser, Michael, sur le nombre de pensées qu'on peut avoir par jour, peut-être? Ben, c'est drôle que... On en parlait hier, justement, sur le nombre de pensées qu'on peut avoir par jour. Tu me posais la question à savoir combien tu penses qu'on a de pensées par jour. Moi, j'avais dit un petit 1000. Je me suis dit 1000, c'est déjà bien en masse, mais semblerait-il que c'est pas mal plus que ça. Oui, puis merci pour le 1000, parce que moi, les mathématiques, c'est pas tellement ma force, moi, c'est plus l'humain. Fait que 1000 fois 60. Alors, ce que je veux vous dire, tout le monde, et pour les scientifiques parmi vous, je n'ai pas recompté ça, mais j'ai fait mes recherches en gestion du stress, par exemple. Donc, il est démontré que, grosso modo, les gens ont 60 000 pensées par jour. Et pensez-vous que les gens inventent 60 000 nouvelles pensées par jour? Non. Les gens, les pensées, 80% des pensées reviennent en boucle. OK? Et là, la cerise sur le sundae, c'est que pour la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart, 95% des pensées sont négatives. Donc, vulgariser, ça veut dire qu'on est programmé pour survivre, donc on cherche le trou pour être sûr qu'on n'aura pas. Et pourquoi je parle de ça à ce moment-ci, c'est que si les gens n'ont pas les réponses à leurs questions, bien, à ce moment-là, ça va déclencher l'éléphant. Et là, voici ce qui risque de se passer. Je continue, c'est bon? C'est un peu ça, parce que si tu n'as pas le contrôle sur le changement, comment tu fais pour te l'approprier? Bien, oui, puis on va le voir plus en détail tout à l'heure. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en plus du style de changement, les gens, dépendant de leurs expériences antérieures de changement, si c'était positif ou négatif, ils vont interpréter le futur qui n'ont pas de réponse en fonction du passé qu'ils connaissent. Ça ne nous aide pas. Fait qu'avant d'aller voir qu'est-ce que les gens peuvent faire concrètement, si tu me permets, je veux redire pour la haute direction stratégique et les gestionnaires qui gèrent le changement, comment rassurer l'éléphant et d'où l'impliquer puis se faire approprier le changement. Les gens, l'éléphant, donc je parle du cœur. Hein? Le cœur, c'est les valeurs et les besoins. Les gens, c'est sûr qu'ils vont se demander, avec une réponse négative, neutre ou positive selon leur style, est-ce que je vais perdre des acquis?
est-ce que je vais perdre de l'autonomie dans mon travail avec ce changement-là? Est-ce que je vais perdre des liens sociaux, tu sais, quand on est dit l'équipe, on est tissé, je vais perdre des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, puis comment ça va être avec les autres personnes? Après ça, les gens vont dire aussi, mon Dieu, dans quelle mesure ça va me sortir de ma zone de confort? Dans quelle mesure ça va chambouler mes habitudes? Parce que les humains, on est des êtres d'habitude pour la plupart d'entre nous. On aime ça, une stabilité. Ça nous permet d'être rassurés. Voilà. Et là, ça veut dire aussi, et puis là, sachez qu'une zone de confort peut être inconfortable. Hein? On est toujours, on est roche, là, mais au moins, je sais que je finis toujours par terminer. Ma zone de confort est inconfortable, mais comme je suis habituée, ben, j'aime mieux rester dans ce que je connais pas, dans ce que je connais, même si c'est inconfortable. C'est ça que je voulais dire. Aussi, les gens, consciemment ou non, vont se demander est-ce que mes valeurs vont être respectées? Et là, les gens ne se disent pas toujours est-ce que mes valeurs vont être respectées? Mais souvent, les gens vont réfléchir puis vont dire est-ce que mes besoins vont être respectés, ce qui est important pour moi? Par exemple, est-ce que je vais avoir le temps nécessaire pour bien faire mon travail? Ou ils vont nous rajouter des tâches, puis il va falloir que je coupe les coins un peu ronds, puis que j'en rajoute. C'est le genre, il y en a plein de questions, mais c'est le genre de questions que les gens se posent. Ensuite, est-ce que mes besoins vont être répondus? Est-ce que je vais perdre mon équilibre vie personnelle, professionnelle? Et si les gens ont tendance à avoir des réponses négatives, ben c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance. Et si les gens ont le temps ou tendance d'avoir le temps de s'approprier le changement, puis le temps d'avoir des réponses positives, là, le cœur va suivre avec le cavalier. Ça fait du sens aussi pour toi et pour tout le monde, j'espère. Je ne vous vois pas, mais je l'espère. Tout à fait. Fait que ça, je vous dirais que ça vient terminer le bout où je suis au niveau stratégique. Qu'est-ce que j'aurais à dire aux gens au niveau stratégique? Et ça va se rajouter avec le deuxième niveau. Je vais arrêter de partager. Donc, on a parlé maintenant quoi faire au niveau stratégique. Là, on va aller voir quoi faire au niveau de moi, gestionnaire, qui gère le changement. Et vit le changement. Fait que la première chose à savoir, en plus de ce qu'on a dit en haut pour le gestionnaire, c'est de tenir compte aussi dans la direction opérationnelle, de tenir compte de l'éléphant, puis de le comprendre, puis de l'intégrer, comme je viens de dire à la stratégie en haut. Et de deux, aussi, de réaliser que vous êtes un humain qui vivez vous aussi le changement, avec des besoins, des valeurs, un niveau d'énergie nécessaire et tout ça, ça s'applique aussi à vous. Donc, l'image que je pourrais vous dire, c'est comme si vous êtes le meneur, hein, le gestionnaire, un cavalier avec un éléphant qui guide un groupe de cavaliers d'éléphants. Mais vous aussi, vous êtes assis sur un éléphant. C'est bon? Donc, je continue, Michael, avec le dernier niveau, puis après ça, on va aller voir concrètement. Donc, concrètement, pour la personne qui vit le changement. Donc, si moi, je suis une employée, puis là, je vais dire ça parce que souvent, les gens vont dire ça quand ils subissent le changement-là, pour que vous compreniez. Moi, je suis un simple employé, puis là, je n'ai pas le choix, là. Alors, qu'est-ce que la personne, j'aurais à lui dire en premier? On va parler de responsabilisation, d'autonomie et d'assumer. Donc, attendez pas après vos gestionnaires ou la haute direction attendez pas après eux pour vous approprier le changement. Donc, vous allez vous l'approprier d'une façon consciente et assumée. Exact. Comment, concrètement, je donne du sens à ça? Là, parce qu'on, justement, on parlait de donner sens au changement. Comment ça fonctionne ou quels sont les éléments que je peux contrôler qui sont peut-être des leviers? Excellent. Alors, tu es prêt à ce que je partage encore mon écran? Absolument. Oh là 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 là! Avez-vous du plaisir, tout le monde, en même temps? J'espère que vous en avez autant que moi avec Michael à partager ça avec vous. Donc, et n'oubliez pas d'ailleurs d'inscrire vos questions dans la section Q&A et non le chat si vous avez des questions pour Sylvie. Exactement. Donc, maintenant,
peut-être certains parmi vous reconnaissez le cercle d'influence de préoccupation de Stephen Covey, donc je l'ai mis en référence. Et même, je reviens aux employés, là, OK? Les gens qui ne gèrent pas le changement, mais qui peuvent être préoccupés par lui. Alors, voici en partant les 4 éléments sur lesquels vous et moi avons du contrôle. Même moi, à mon compte, avec mes partenaires d'affaires, il y a des changements avec lesquels je m'adapte. Donc, j'ai du contrôle, ainsi que vous, sur mes pensées, par conséquent mes actions. J'ai du contrôle aussi sur mes réactions et par conséquent mon attitude. Même si vous avez jusqu'à maintenant l'impression que le changement vous tombe dessus, vous avez du contrôle sur ces 4 éléments-là. Mais j'imagine que ça ne suffit pas, là, Michael, là, comme explication. Tu voudrais peut-être d'autres choses, toi, là. C'est ça, je commence à te connaître, là, je t'écoute. Donc, je continue, tout le monde. J'ai, en fait, moi, l'humain, comprendre l'humain, c'est ma quête personnelle et professionnelle. Alors, j'ai modélisé quelqu'un qui s'adapte bien au changement. Qu'est-ce que ça fait, quelqu'un qui s'adapte bien au changement et surtout aussi, qu'est-ce que ça est, être quelqu'un qui s'adapte bien au changement? Il y a 6 étapes ici et je vais expliquer sommairement les 6 étapes. Donc, pour commencer, la personne, puis vous voyez là, je n'ai pas ramené l'éléphant, le cavalier avec l'éléphant. J'ai trouvé que ça faisait trop de place sur ma diapositive. Mais blague à part, j'ai fait une silhouette parce que j'appelle ça l'anatomie de l'adaptabilité, tête et cœur. Alors, quand je sais qu'il y a un changement qui s'en vient, moi, Sylvie qui le vit, ben, ce qui est intéressant, c'est d'être, en fait, la première étape, c'est d'être capable de prendre un recul émotionnel par rapport au changement. Parce que ça vient bousculer le statu quo, ça vient bousculer mes habitudes. Et là, le but de prendre un recul émotionnel, puis je vais vous donner une clé pour le faire et vous pourrez aller plus loin par vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je garderai toute l'après-midi, on a 1 heure. Donc, le recul émotionnel, ça a rapport au cœur parce que sinon, mon cœur peut s'emballer puis ça va me causer un mauvais stress. Et quand on vit un mauvais stress, on réagit, on est en mode survie. Le stress est un mode de survie. Et les humains, on réagit comme si le changement, c'était un mammouth du temps des mammouths. Bon. Et là, on devient plus agressive, sa défensive ou figée. On est en mode survie, on n'est pas en mode changement. Et deuxièmement, l'hormone du stress sur le cerveau, parce que ça me passionne, c'est aussi le stress, ayant marché le chemin dans mes 3 rôles d'ailleurs. Le stress, ce que ça va faire, l'hormone de stress par rapport au cerveau, c'est qu'on n'est plus capable d'être créatif et on perd notre objectivité parce qu'on est en mode survie. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et concrètement, prendre un recul émotionnel, c'est être en pleine possession de ses moyens pour justement être capable de faire la deuxième étape, analyser objectivement le contexte du changement. Vous me suivez jusque-là? Mm-hmm. Et je vais juste vous donner, faites une recherche par rapport à, en fait, un outil concret qui pour moi fait partie de ma vie, c'est la cohérence cardiaque. Donc, c'est de se mettre dans cet état-là. Puis là, je n'irai pas en parler plus avant parce que je vais revenir au changement, à l'adaptabilité au changement. Donc, première étape, prendre un recul émotionnel. Bon, là, le cavalier, la tête, voyez-vous, là, je vais aller analyser le contexte du changement. Ça veut dire une description objective et factuelle du changement. Comme on entend des commentateurs sportifs ou dès qu'on entend quelqu'un commenter, là, c'est factuel, il n'y a pas de parti pris. On fait abstraction des émotions, des interprétations et des jugements de valeur. Parce que sinon, ça biaise tout. Ça va pour tout le monde? Recul émotionnel. Et là, je comprends, en fait, je me fais moi-même quel est le contexte du changement pour pouvoir me positionner ensuite par rapport à ça.
Fait toujours du sens? Absolument. Parfait. Donc, et là, vous le voyez, la troisième étape ici. Bon, j'ai pris un recul émotionnel. Voici le contexte du changement de façon factuelle, objective. Maintenant, je vais comprendre mon état d'esprit par rapport au changement. Des fois, en tout cas pour moi, et quand je parle à des gens, on ne se comprend pas soi-même. On a juste, l'éléphant est déclenché, et on ne se comprend plus. Wow! Fait que là, on va aller voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire comprendre mon état d'esprit. Toujours dans le rôle de l'employé qui ne gère pas le changement, mais qui se responsabilise pour mieux le vivre et garder mon efficacité. Je continue? Oui. Parfait. Donc, comprendre mon état d'esprit pour me positionner, entre autres, on l'a vu tout à l'heure, moi-même, c'est quoi mon style naturel face au changement? Je le cherche-tu? Je le vois-tu positif? Est-ce que je suis en ayant l'impression de le subir ou je le crains? Fait que c'est de se connaître à ce niveau-là. Puis voyez-vous, ça, c'est la tête, parce que connaître son état d'esprit, c'est un mélange de la tête et du cœur. Puis l'alignement, la mobilisation, c'est d'aligner la tête et le cœur. On va le voir tout à l'heure. Donc là, je reviens. Troisième étape, mon état d'esprit, mon style naturel. Puis moi, Sylvie, dans ma vie d'employée, dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est quoi les conclusions, mes opinions, les croyances que j'ai développées par rapport à mes expériences de changement antérieures? C'est positif? C'est négatif? C'est-tu des opportunités, des problèmes? C'est ça que je dois. Donc, c'est comme une introspection, vous l'aurez compris. Parce que L'autre, oui, vas-y, Michael. j'imagine qu'on anticipe beaucoup ce changement-là par rapport justement au changement qu'on a vécu. Là. Si les expériences ont été agréables ou mauvaises, tout dépendamment, Oui. j'imagine que c'est cette façon-là qu'on aborde notre cavalier, notre éléphant, tout ça. Oui, et tout à fait. Et puis, pas juste dans les changements, dans notre vie. Moi, quand j'accompagne des gens, et moi-même, c'est lui, c'est l'humain par défaut, je veux dire, à la base, pour beaucoup de gens, de projeter le futur en fonction du passé. Et c'est pour ça que quand on fait un changement, une introspection, on va remettre en question nos opinions, nos croyances, tout ça pour mieux s'aligner pour le futur. Fait qu'effectivement, à la base, si on n'est pas conscient de ça, ben c'est tout notre passé qui va projeter le futur là-dessus. C'est bon? Parfait. Et là, ça m'amène au cœur aussi, parce que ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas un changement à la fois, je le répète. Beaucoup de changements, ça va vite, c'est beaucoup superposé. Puis c'est faux de penser qu'on peut laisser nos problèmes de maison à maison, puis nos problèmes de bureau au bureau. Tout s'entrecoupe, tout se croise. On est un petit, on a tout ça par rapport à soi, pour la plupart d'entre nous. Puis l'analogie que je ferais à ce niveau-là, c'est comme si je disais à ma voiture, ben sois en panne juste la fin de semaine, mais quand je vais travailler, il faut que tu fonctionnes bien. Non. Donc, ça revient à dire, rendu là, moi, Sylvie, dans ma vie personnelle et professionnelle, et que je sois qui le vit ou que je sois gestionnaire qui le vit, parce que ça aussi, c'est à deux niveaux. C'est quoi mon niveau d'énergie physique, mentale, émotionnelle pour le moment? Ça va? Et aussi, il y a une autre introspection à un autre niveau. C'est quoi mes résistances pour tout de suite, qui égale des besoins non comblés? C'est quoi qui me motive? Donc, des bénéfices pour moi. Donc, ça serait ça pour ça. Donc, je suis un employé qui vit le changement, parce que je regarde beaucoup ce que tu fais en pensant, en gardant toujours en tête les employés. Je suis un employé qui vit le changement. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de résistance que de motivation? Ben, mon Dieu, c'est une excellente question. Et de prime abord, ce qui va arriver, la première étape, c'est d'être capable de le reconnaître, de le regarder avec lucidité, parce qu'on est dans l'autonomie, dans la responsabilisation, et de nommer. Donc, ça veut dire que dès que je peux nommer ce que je peux nommer, je peux le gérer. Fait que si moi, j'ai une résistance parce que j'ai peur de ne plus être capable d'avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, par exemple, ben, je vais prendre l'initiative d'aller poser la question, d'aller m'informer. Parce que qui dit adaptabilité au changement dit aussi communication.
mais pas attendre que la direction communique avec moi nécessairement. Moi, je peux aller poser la question. Et après, une des beautés, une chose extraordinaire quand ça bouge constamment comme ça, c'est comme un jeu de cartes qui est toujours en train d'être brassé. Ça laisse de la place à de la créativité, pas de l'inconnu. Peut-être que même moi, Sylvie, je peux aller proposer quelque chose dans le changement. Et là, si je reviens au cercle des préoccupations de tantôt, plus je maîtrise, en fait, j'aime pas dire maîtrise, plus je focalise sur mes pensées, mes actions, mes réactions, mes attitudes, plus mon niveau d'influence va augmenter en plus, par défaut. Donc, c'est ça que je voulais dire en partant. Donc, l'ABC, ce serait quoi les grandes questions que je devrais me poser? Bon, alors voilà. Donc, cette diapositive-là, c'est vraiment la question que tu posais, ben, c'est de faire l'introspection et de nommer. Puis après ça, comment je fais concrètement pour gérer ça si je vois que j'ai plus de résistance que de motivation ou quand ça ne m'aide pas. Et si ça vous aide, peut-être que vos questions, vous vous êtes posées, vous les êtes déjà posées. Voici. Ici, on arrive à comment moi, Sylvie, je peux m'approprier le changement pour mieux le vivre et garder mon efficacité. Je peux me demander tout simplement, ce changement-là pour moi, là, qu'est-ce qui arrive présentement? Là? C'est quoi l'opportunité cachée? Et le mot-clé ici, c'est quoi, tu penses, Michael? Je dirais l'adaptabilité. C'est caché. Je n'ai pas été assez précise dans ma question. Vois-tu comment la communication, c'est un art fragile? Je t'écoute, Sylvie, je t'écoute. Ben oui. Alors, quelle est l'opportunité cachée? Une phrase synonyme, c'est comment je peux tourner la situation à mon avantage. Donc là, je vais trouver des opportunités. Moi, personnellement, à tout début de pandémie, j'avais du temps et tout ça. J'ai dit, mon Dieu, allons plus loin dans mes formations. Je vais inclure la médiation avec mes compétences de coach. Donc, j'en ai profité pour aller chercher, peaufiner d'autres compétences et élargir mon offre de service, par exemple. Et chacun va trouver la réponse à ses propres questions. Donc, c'est quoi l'opportunité cachée dans ce que je vis présentement? Comment je peux tourner la situation à mon avantage? C'est quoi mes options? Et c'est les mêmes questions qu'une organisation va se poser au niveau stratégique. Je veux dire, c'est des questions orientées solutions. Et là, qu'est-ce que je peux apprendre de ce changement-là? Puis, savez-vous qu'est-ce que moi j'ai appris depuis les 2 dernières années avec les changements que je vis comme tout le monde? C'est, Sylvie, je pense que tu as déjà beaucoup de compétences, mais étant donné que tu es une personne anxieuse de nature, peut-être que tu as à apprendre à développer ta tolérance à l'ambiguïté. Ah ben, gadon, toi, chose, entre guillemets. Mais je n'attends pas après mon environnement pour me le dire. Moi, ce que je suis en train de faire présentement, je suis en train de donner mon propre sens au changement. Imaginez comment c'est génial. Je suis en train de m'organiser pour ne pas me faire organiser par les événements extérieurs en me posant des questions orientées solutions, parce que vous avez sûrement tout entendu à un moment donné que la qualité de votre vie, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Et si ce n'est pas assez, qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Fait que là, il va y avoir un fil conducteur de pensée qui va se dégager. Parfait. Tu me permets-tu d'en rajouter une petite phrase, un petit bout sur ça aussi par rapport au stress? Je trouverais ça important. Sans problème. Puis pour te faire un petit topo, là, il est 12h40. Il y a des questions aussi qui s'accumulent dans le Q&A. Alors, je te laisse aller. Alors, vous allez voir, j'achève le gros là, de la présentation. Puis on va avoir beaucoup de temps pour répondre à vos questions que j'ai hâte d'entendre et de partager les réponses avec vous. Ce que je veux dire par rapport à ça, si je reviens au stress, le mauvais stress, c'est quand on pense qu'on n'a pas d'issue. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et transformer le mauvais stress en bon stress, parce que l'idée, ce n'est pas d'éliminer le stress, hein, c'est notre mécanisme de survie,
bien, juste le fait de me poser ces questions-là, même si je n'ai pas la réponse, j'ai la perception que je vais être capable de m'adapter puis de retrouver un certain contrôle. C'est ça que je voulais vous mentionner bouclé par rapport au stress. J'ai une petite question Oui. personnelle pour toi, Sylvie. Si, par exemple, je suis un gestionnaire qui a déjà l'impression de bien vivre le changement, Oui. comment pour moi, est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée finalement à suivre à se poser ces questions-là ou à suivre ce genre de commandement-là si j'ai déjà l'impression de bien le vivre? Oui, puis là, tu as dit un mot-clé qui est le mot impression. Alors, 2 avantages. Le premier avantage, c'est d'aller valider l'impression en faisant cette introspection-là. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, je pensais que je le gérais bien, mais là, je me rends compte que X, Y, Z. » Fait que c'est d'aller valider, puis n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant des gens très performants. Donc, c'est l'opportunité d'aller valider tout ça en se posant ces questions-là. Deuxièmement, c'est aussi pour moi l'opportunité en tant que gestionnaire, tant mieux si je le vis bien puis que ça confirme que je le vis bien, que je le gère bien, là. Mais là, ça me permet de mieux comprendre le processus humain de mes gens, des gens qui relèvent de moi dans le changement au niveau du cœur. Et souvent, ce que ça va faire, c'est que ça permet aux gens d'être encore plus stratégiques dans leur processus technique de gestion de changement. On ne fait pas rien que... On analyse des situations, mais on comprend les gens. Quand on analyse, qu'on comprend, puis qu'on arrime les deux. Et si tu me permets, je vais continuer avec la prochaine diapositive. Ça m'aide, moi, comme gestionnaire, à faire en sorte que mes gens, dans le changement, la tête et le cœur soient alignés. Puis là, je vais reprendre 2 chemins pour conclure ce bout-là par rapport à ça. C'est que moi, Sylvie, qui vit le changement, une fois que j'ai mon recul émotionnel, que je comprends le changement, que je comprends mon état d'esprit, là, je vais me positionner. J'embarque-tu pas, j'embarque-tu au complet, à moitié. Je me positionne et je vais assumer. Et après, je vais décider de ma stratégie d'adaptation avec un objectif SMART. Comment je vais m'y prendre pour m'adapter? Je vais-tu demander des nouvelles à mon gestionnaire? Je vais-tu demander à faire partie d'un comité? Moi, Sylvie, de moi-même, avec l'aide d'un objectif SMART que plusieurs connaissaient très bien, par exemple, comment je peux faire pour m'adapter? Stratégie. Je vais pouvoir moi-même faire le suivi de ma stratégie d'adaptation. Est-ce que mon cœur et mes valeurs sont toujours alignés? Et quand un changement est fini, là, je vais consciemment faire un post-mortem en termes d'apprentissage qui fait que je vais être encore plus solide pour les changements, la mouvance qui continue sans cesse. Et quand la tête et le cœur sont alignés, motivation, courage et détermination, parce que tout ça a du sens. Ça fait-tu du sens? Absolument. Puis avant qu'on se tourne vers nos questions, Sylvie, si tu avais une recommandation à faire aux gens qui nous regardent ce midi. Ah, bon, tiens, tu me prends une recommandation. Pour moi, ça serait vraiment, vraiment, vraiment intégrer il y a plein de trucs qu'on a vus, mais c'est d'intégrer l'humain parce que dans les changements, c'est d'en tenir compte, de l'accepter, puis pas juste que ce soit des belles paroles, mais de mettre ça en pratique. Ouais. Bien, merci beaucoup. On passe tout de suite aux questions. On en a quand même reçu pas mal. Avant d'ailleurs qu'on glisse vers les questions, si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, toujours possible de vous rendre sur le www.technologia.com et ta formation, Sylvie, gestion du changement, s'adapter pour garder son efficacité est disponible. Là, ça s'adresse à toute personne qui vit une situation de changement ou qui a à le gérer, comme tu l'expliquais. Tu as plusieurs dates à Québec et Montréal et en virtuel qui s'en viennent. Alors, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur technologia.com. Parfait. Et je vais juste rajouter ce que tu as dit, c'est s'adapter pour garder son efficacité. Ça, c'est le cavalier. Et s'adapter pour mieux le vivre, ça incluait le cœur. Fait que c'est une petite déformation professionnelle, là, Michael. C'est bien dit. Merci pour ça.
On a une question. Comment réagir si lors d'une évaluation, il y a comme commentaire à améliorer que l'employé est réfractaire au changement? Bon, alors j'écoute, j'entends, mais là, je veux juste réentendre la question parce qu'il y a beaucoup de connexions neuronales qui se font dans ma tête Pas en de même temps. problème. Je répète. Alors, comment réagir si lors d'une évaluation, donc j'imagine un gestionnaire employé, il y a comme commentaire à améliorer que l'employé est réfractaire au changement? Bon, là, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas pendant l'entrevue. Il y a un commentaire que l'employé est réfractaire au changement. À la base, là, mais ça, c'est moi, là. Je suis comme ça. On me rencontrer n'importe où, je suis de même. C'est à la base, est-ce que j'ai confiance en l'employé? Est-ce que l'employé a confiance en moi? Puis, parce qu'il y a plein d'éléments, là. Puis réfractaire au changement, ça veut dire, il était-tu au courant? On y a-tu expliqué? Donc, là, on rentre dans un tout autre sujet, tout aussi passionnant que je pourrais vous reparler 1 heure. Mais ce que je veux dire, avant de dire que mon employé est réfractaire au changement, pour moi, Sylvie, là, je sais que je dis ça rapide, mais est-ce qu'il y avait les informations de ce que c'est? Est-ce qu'il savait c'était quoi les impacts sur son rôle? Donc, tout ce que j'ai mentionné comme question, est-ce que moi, je lui ai donné l'information? Et aussi, la première chose que je ferai avec l'employé, puis il va me le dire si la confiance est là, c'est toujours d'aller comprendre, puis aussi d'impliquer l'employé. Fait que là, je suis bien consciente que je donne des réponses très rapides à des situations nuancées, mais les grandes lignes, c'est est-ce que j'ai fait mon devoir de diligence en tant que gestionnaire? Est-ce qu'il y avait tout? Est-ce que c'est parce qu'il est réfractaire parce qu'il ne sait pas quoi faire, comment le faire, il ne comprend pas pourquoi, il ne sait pas c'est quoi son rôle? Parce que quand j'interviens, moi, en évaluation de témoin de travail, souvent, les gens, ce n'est pas clair. Fait que de faire mon évaluation, mon devoir de diligence et après d'aller voir à comprendre l'employé, d'où ça vient et d'impliquer l'employé dans les moyens à prendre pour le futur, pour lui. C'est dans les grandes lignes, tout en sachant que ça peut être très nuancé dans l'application. Merveilleux, merci. Les questions continuent de s'accumuler. Je pense qu'on aurait pour un webinaire de 3 heures. Sylvie, on nous demande, pouvez-vous commenter le rôle de la communication quand un gestionnaire doit amener ou expliquer le changement à venir à ses employés? Parfait. Alors, je vais être fidèle à mon habitude là, parce que ça fait ting, ting, ting dans ma tête. Peux-tu reposer la question, s'il vous plaît? Avec plaisir. Pouvez-vous commenter le rôle de la communication Oui. quand un gestionnaire doit amener et expliquer le changement à ses employés? Le rôle est omniprésent. Là, c'est sûr que quel rôle, à quel genre de communication, à quelle étape, là, on pourrait en parler beaucoup, mais la communication est omniprésente. Et là, je vais me permettre, vu que je vois le temps et les questions, parce que je veux juste, pour juste répondre quelque chose que les gens restent sur leur appétit, souvent, je vais expliquer aux gens. Peut-être que plusieurs parmi vous connaissez ça, le fameux iceberg de l'ignorance. Mais peut-être que non. Fait que je vais faire un dessin virtuel. Imaginez-vous que ça, c'est un iceberg. Et puis ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez taper sur Internet, ça va vous expliquer. Il y a un modèle statistique qui dit que 100% des problèmes de terrain sont connus par les gens sur le terrain. 76% des problèmes de terrain sont connus par les gestionnaires de première ligne. Hey, ils s'en passent, ils s'en perdent, là, je ne vais pas faire d'erreur mathématique, là, mais un 24%, mettons. Pas pire? OK. Et là, rassurez-vous, je ne suis pas là quand il s'agit de finances, mais j'ai des bons collaborateurs. Donc, problèmes de terrain, 100% des problèmes sont connus, 76% des problèmes terrain sont connus par les gestionnaires de premier niveau, 9% des problèmes de terrain sont connus par la direction intermédiaire et 4% des problèmes de terrain sont connus par la haute direction. Ça, c'est quand la communication, il y en a qu'un KA ou il n'y en a pas. Il y a 2 grands facteurs qui expliquent ça. La confiance entre les gens et le gestionnaire de premier niveau de 1. Il y en a d'autres, là, mais on y va avec ça. Et le canal de communication. Et c'est pour ça que je mentionnais que c'est important d'avoir une boucle de rétroaction entre ce qui se passe en haut de pensée stratégique et comment ça se passe sur le plancher, constamment. Et pour terminer, Michaël, puis je vais revenir avec une autre question après, mais je veux juste bien terminer.
De l'autre côté, le modèle s'applique. 100% des enjeux stratégiques sont connus par la très haute direction, puis 76% par la direction intermédiaire, 9% par les chefs d'équipe de premier niveau, puis 4% par les gens sur le plancher. Puis là, le défi, c'est que, imaginez de l'eau douce puis de l'eau salée, à part le canal de communication, ce qui arrive dans les faits, c'est qu'il y a le niveau opérationnel, puis il y a le niveau stratégique, avec une zone entre les deux. Donc, de l'eau douce, de l'eau salée. Donc, l'idée, c'est de créer des canaux de communication de boucle rétroactive. Et ça, c'est de la communication à tous les niveaux. Puis, au début du webinaire, vous avez vu les premières questions que les gens se posent. C'est bon? Absolument. Autre question pour toi, Sylvie, une question assez intéressante. Est-ce possible d'embarquer dans le changement malgré le fait que la haute direction ne nous a pas nécessairement informés correctement, mais embarqué de façon prudente? On parlait de communication juste là. Est-ce qu'on peut embarquer dans le changement de façon prudente, c'est-à-dire de façon neutre, mais positive? Bien, tout à fait. Puis d'abord, merci à la personne qui a posé la question parce que vous avez précisé, j'étais pour demander prudence, ça veut dire quoi? Donc, neutre et positive, il faudrait voir, pour moi, de façon prudente, ça veut dire que je suis actrice dans le changement et qu'en même temps, je suis vigilante. Pour moi, puis pour moi, la prudence, en fait, mais ça, c'est Sylvie, prudent devrait toujours être là. Donc, l'idée, c'est d'être comment je peux dire donc? Tu sais, la direction, les gestionnaires, c'est des humains, on essaie des choses, on peut s'aligner en cours de route. Et c'est d'autant plus facile pour moi de m'aligner si j'ai fait du sens du changement pour moi. Alors, si j'ai décidé que ce changement-là, il me permet de développer mes compétences qui vont me servir dans ma carrière, je peux demeurer prudente en voyant est-ce que ça sert à mes intérêts, est-ce que je peux influencer pour le bien commun, parce que c'est toujours ça l'équilibre. Et plus je donne un sens pour moi, plus j'ai l'impression d'être gagnant par rapport à ça. C'est la réponse que j'aurais à donner dans un premier temps à la personne. Parfait, merci. Il nous reste encore quelques petites minutes. Vous inquiétez pas, on ne dépassera pas 13 heures. Mais une autre question intéressante d'une gestionnaire, j'imagine, s'il y a un changement qui affecte mon équipe que je gère, je n'ai pas nécessairement de contrôle sur le changement ou le temps d'intégrer le changement avant de devoir le gérer. Avez-vous des suggestions? Oui. Écoutez, vraiment, je reviens toujours à ça. Peut-être que vous allez me dire, mais c'est ça. Quand je dis que j'ai été employée, chef d'équipe et gestionnaire, j'ai décidé, moi, dans ma vie, je suis rendue à 58, mais ça fait déjà un bon bout de temps, de dire, je m'organise pour ne pas me faire organiser par le changement, puis ce n'est pas péjoratif. Fait que moi, si j'ai une équipe, je vais trouver un sens plus grand. Qu'est-ce que mon équipe peut apprendre pour lequel le changement serait comme un canevas ou un prétexte? Comment on peut trouver, fait que c'est les mêmes, c'est une excellente question, Madame la gestionnaire. Et ce que j'aime, c'est que pour moi, Sylvie, c'est les mêmes prémices, les mêmes choses que j'ai parlé, mais là, c'est au niveau de l'équipe. Et comment peut-on se démarquer? C'est quoi l'opportunité pour nous comme équipe? Donc, vous faites un sens plus grand et bien sûr, vous le faites pour vous au départ, puis l'équipe va vous suivre après. Donc, c'est ça pour moi. Excellent. On se tourne vers une autre question. Comment agir avec un employé qui résiste en silence au changement? Mm-hmm. Oui. Alors, ding, 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 dans ma tête, les connexions neuronales se font. Alors, un employé qui résiste en silence, là, pour moi, Sylvie, je change en fait, c'est pas que je change, mais la réponse n'a plus rapport avec s'adapter au changement. Pour moi, mon employé, Sylvie, il y a deux choses. Et moi aussi, on a toutes deux responsabilités, peu importe notre rôle dans l'entreprise. C'est de fournir le rendement qu'on attend de nous et de contribuer à un bon climat d'équipe. Fait que même moi, quand je suis avec des employés, puis moi-même, ça, c'est notre responsabilité. Hein? Ça nous appartient.
Si j'ai un employé qui résiste en silence, ben forcément, pour moi, Sylvie, ça veut dire que j'ai probablement remarqué des changements entre comment il était avant puis comment il est maintenant, à moins qu'il ait déjà été embauché comme ça, là, je ne le sais pas. Et là, je vais rencontrer mon employé. Et là, je vais lui présenter, écoute, Michael, bon, là, je dis ça vitement, là, mais l'idée, c'est d'aller comprendre puis de dire, voici, j'ai constaté telle chose, des faits. Et moi, ça me préoccupe, ça m'inquiète parce qu'avant, tu étais la première personne à parler et tout ça. Puis là, j'ai comme l'impression que tu te retires. Est-ce qu'il y a une problématique particulière qui nuit, qui t'empêche d'être comme avant, mettons? Puis là, je vais aller écouter. Fait que là, on s'en va dans autre chose qu'adapter le changement. Ben pas autre chose, mais on s'en va comme comment bien accompagner l'employé pour le comprendre, puis poser des questions ouvertes qui vont faire en sorte qu'il va pouvoir s'ouvrir à nous pour comprendre. Et puis quand ça vient du cœur, là, tu sais, moi, Michael, mon but, moi, tu es important dans l'équipe. J'ai besoin de toi dans l'équipe, comme j'ai besoin de tout le monde. Puis là, je sens bien qu'il y a quelque chose. Puis j'aimerais que tu m'aides à comprendre parce que je veux t'aider à t'aider là-dedans puis t'accompagner. Et si la personne ne parle pas puis reste silencieuse, il y a peut-être, ben, je dis ça parce que je ne connais pas les gens, mais il y a de fortes chances que la confiance n'est pas là. Moi, j'ai déjà vécu quelque chose là, dans ma vie où les gens, le patron disait, Sylvie, tu peux me dire tout. Et moi, j'ai eu un resserrement du fessier, puis la pensée qui m'est venue, c'est oui, tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi. Puis je m'en souviens encore, puis ça fait extrêmement longtemps. Fait que ça revient à est-ce que j'ai confiance en mes gens ont confiance en moi pour pouvoir avoir le vrai pouls, pour comprendre, puis ensemble aller de l'avant. Parfait. Dans le fond, ça revient à la communication. Oui. Et peut-être une dernière question, Sylvie, pour respecter notre temps. Une question donc dans le Q&A qui est, est-ce qu'il existe des processus à introduire des changements dans une organisation afin d'éviter trop de réactions? Bon. Alors, c'est quand même une longue question, là. Oui, et là, je vais juste bien gérer les attentes par rapport à ça. Ce que je dirais, les deux éléments, parce que, en fait, juste pour vous dire, s'assurer qu'on a un bon processus d'ingénierie de gestion de changement. OK? Et s'assurer donc, en partant, une bonne structure de changement, un bon processus d'ingénierie. Puis je fais exprès parce que pour moi, le mot ingénierie veut dire processus cartésien. Une bonne structure de changement, puis il y a plein d'outils et des experts qui en connaissent beaucoup plus que moi. Moi, je me concentre au processus humain. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'il y a quelques mois, j'avais une intervention dans une entreprise où c'était une gestion de projet. Le projet avait pas été, disons, donc un changement pour les gens, un projet collaboratif qui est une adaptation au changement, travailler ensemble, etc. Et le processus technique de gestion de projet est arrivé beaucoup de défis. Et ça a eu un impact sur les relations interpersonnelles et ça a eu un impact au niveau de la communication puis des relations avec les gens. Et ces séquelles-là perduraient plusieurs mois après. Donc, s'assurer qu'on est entouré par des experts au niveau de la structure de changement et qu'on peut intégrer l'humain et se rappeler que moins les gens s'attendent à quelque chose, plus c'est à la dernière minute, plus il va y avoir des réactions. C'est fait de même l'humain. Sylvie, c'est ce qui conclut notre webinaire. Un immense merci d'avoir passé ton heure du lunch avec nous. On rappelle que ta formation gestion du changement, s'adapter pour garder son efficacité, tu vas la donner là, tout au long de 2022, Québec, Montréal et en virtuel. Et les participants du webinaire, d'ailleurs, vous recevrez tous un courriel sur tous les détails, où s'inscrire, comment s'inscrire à la formation. Alors, merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous. Alors, merci beaucoup. Puis je veux juste vous dire que ça, c'est ma façon. C'est un pas à la fois, ça se cultive et puis tout se mange tranche et mince. C'est bien dit. Ça conclut bien notre webinaire et on se retrouve pour un autre webinaire Technologia, cette fois-ci sur les campagnes numériques
Le 8 décembre prochain, c'est un rendez-vous avec Simon Caillé chez Dialecta. Merci, Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, Bye bye. Michael. Bye.